Aujourd'hui, nous parlons économie, mais nous parlons beaucoup plus de crimes économiques. Beaucoup de prévarications s'opèrent davantage dans les offices et sociétés d'État, malgré la sensibilisation et malgré les lois mises en place. Qu'est-ce qui explique ça? Avant de retrouver donc les raisons, à quel moment peut-on parler de crimes économiques? Alessandra Diotan nous en parle avec son invité. Alessandra, bonjour. Bonjour Alain et bonjour aux téléspectateurs. Alors, près d'1 milliard de francs CFA détournés par des cadres de l'administration publique, c'est ce qu'ont révélé les dossiers vidés au cours de la première session criminelle de 2024 à la Criette. Un pactole non négligeable, bien sûr, qui interpelle donc sur la mauvaise gestion des deniers au niveau non seulement des structures étatiques, sans oublier que le secteur privé en souffre également. De multiples pratiques punissables ont donc cours dans l'ignorance quasi totale des normes de gestion et des tests juridiques. Voilà, vous l'avez dit ce matin avec notre invité, nous allons parler des fondements juridiques des infractions économiques, leur répression et puis revenir sur quelques aspects liés à la prévention donc de ces crimes-là. Notre invité, c'est un sachant du domaine, spécialiste en droit pénal, les sciences criminelles, enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi. J'ai nommé le professeur Martial Tibus Zanou. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Alors déjà, qu'appelle-t-on crime économique et qu'est-ce qui caractérise ces infractions? Alors, la criminalité économique comprend les infractions dont la réalisation peut porter gravement atteinte aux finances et aux deniers publics. Et la particularité de ces crimes, c'est en raison des personnes dépositaires d'une autorité quelconque qui la commettent sans violence, mais avec une perte, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre liminaire, énorme pour la les République, contribuables et pour les finances publiques. C'est ça. C'est ça. Alors, sous ce vocable, on retrouve un certain nombre d'infractions. Est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail, professeur? Écoutez, dans la pratique, oui, nous avons des infractions de droit commun, oui, nous avons l'abus de confiance, nous avons l'escroquerie, et de manière plus large et de façon plus extensive, nous avons le blanchiment des capitaux, nous avons la corruption, le trafic d'influence et la prise d'intérêt illégale. Donc, toutes ces infractions-là se retrouvent dans les infractions susceptibles d'être commises par des personnes dépositaires de l'autorité de l'État dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont en contact avec les deniers publics. Au moins 6 qualifications à vous entendre là à l'instant. Oui. Que dit la loi en parlant de la commission de ces actes? L'élément matériel, l'élément moral et la sanction qui suit. C'est variable, n'est-ce pas, d'une infraction à une autre. Qu'est-ce qui déjà permet de qualifier un acte, par exemple, d'abus de confiance ou de blanchiment de capitaux? Allons-y pas à pas, professeur. Alors, vous avez évoqué la triptyque des infractions, les oui, éléments constitutifs de l'infraction. Exact. Nous avons l'élément matériel, nous avons l'élément moral et nous avons l'élément légal. Alors, il faut dire en amont que le principe de la légalité des peines prévoit qu'il n'y a pas de sanction tant que les infractions n'aient pas été prévues par les tests. Pour en revenir aux éléments constitutifs de l'infraction, j'ai parlé de l'élément matériel. L'élément matériel, en réalité, c'est l'acte positif qu'a commis l'auteur de l'infraction dans la commission de cette infraction qui est sanctionnée par le code pénal. Quand je prends l'élément intentionnel, c'est la volonté délibérée de l'agent pénal de commettre l'infraction. Il a bien conscience qu'il est en train d'enfreindre une norme légale, mais pour autant, il commet l'infraction.
Et l'élément légal, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure avant d'aborder les éléments constitutifs de l'infraction. On ira rechercher dans le code pénal les tests qui sanctionnent et répriment les actes répréhensibles qui sont interdits par la loi. Alors, l'abus de confiance, l'escroquerie, ce sont, dans la classification pénale, les infractions qu'on classifie comme portant atteinte au droit de la propriété. L'escroquerie, l'escroc se fera remettre la chose volontairement après avoir utilisé des manœuvres frauduleuses sur sa victime. Alors, l'abus de confiance, c'est le fait de ne pas représenter. Et c'est les éléments qui caractérisent cette infraction sont bien précis dans le code pénal. Une chose qui vous a été remise, à charge pour vous de la remettre selon des contrats limitativement énumérés dans le code pénal. Et c'est l'acte matériel. Alors le détournement de deniers publics, venons-en à ce cas, c'est aussi une forme d'infraction, n'est-ce pas? Très exactement. Le détournement de deniers publics. Alors, quand vous parlez de deniers publics, l'agent qui a par devers lui les deniers de l'État n'est qu'un dépositaire. Et en tant que dépositaire, il ne doit pas en disposer. C'est le fait d'en disposer qui constitue l'acte matériel et constitutif de l'infraction de détournement de deniers publics. J'ai dit tout à l'heure qu'en tant que dépositaire, les fonds lui sont remis. Et dès lors qu'il est question de les restituer à l'institution, à l'État et au ministère des Finances, à charge pour lui de les restituer. Ne pas le faire constitue l'acte matériel de cette infraction. Et on y retrouvera l'élément moral. L'agent qui commet un détournement de deniers publics a bien conscience que ces fonds ne sont pas dans son patrimoine personnel. Donc en réalité, l'élément psychologique qu'on appelle encore l'élément moral de l'infraction est bien constitué à son égard, puisqu'il a conscience qu'il est en train d'utiliser des fonds dont il est dépositaire à des fins personnelles. Et c'est ça qui caractérise l'élément intentionnel de l'infraction. Alors, vous avez évoqué il y a un instant le code pénal. Cela m'amène à vous demander quelles sont les sources au Bénin en matière de répression de crimes économiques. Quels sont ces tests-là? Déjà, vous avez évoqué le code pénal. Est-ce la seule source? Je dirais que c'est la source principale, puisque c'est dans le code pénal qu'on retrouve toutes les incriminations qui sont prévues et sanctionnées par le législateur avec la typologie de toutes les infractions qui sont susceptibles d'être commises. Maintenant, elles peuvent être renforcées par d'autres dispositions connexes pour alourdir la sanction en raison de la gravité de l'infraction qui a été commise. Justement, parlant de sanctions, la plupart du temps, à quel degré est-ce que les fautifs dans ces cas-là sont sanctionnés? Nous avons assisté au débat tout récent, la semaine dernière, les assises à la Criette. Eh bien, les sanctions variaient et donc c'est selon une échelle, n'est-ce pas? Alors, comme vous le dites bien, c'est selon une échelle. Il appartient au procureur de la République, qui est l'organe de poursuite, en raison des éléments qu'il a à charge pour sanctionner l'agent pénal qui a enfreint les normes légales. Il lui appartient, en fonction du quantum qui a été prévu par le code pénal, subséquemment à l'infraction que l'intéressé a commise, eh bien, de requérir et de proposer les sanctions pour que l'agent pénal soit sanctionné. Ça peut aller de 5 ans à 10 ans, ça peut aller de 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle, assorti parfois de dommages et intérêts pour le préjudice qui a été subi, ou des amendes en fonction des tests réglementaires
connexes qui déterminent et sanctionnent les infractions. Ok, alors on a comme l'impression que c'est véritablement à l'aide de la criette que ces infractions sont sanctionnées. Est-ce que vous confirmez cela aussi, non? Quelles étaient les pratiques qui avaient cours avant cette époque-là? Comment est-ce que c'était réprimé? Alors, je vais nuancer mes propos. Les infractions qui sont connues par la criette, on a aussi des infractions de droit commun. Mais cela ne voudrait pas dire que les juridictions qui existaient avant la criette ne disaient pas le droit. C'est vrai, ça posait des règles de fond et de procédure dans l'application de ces normes où les juges se référaient à la doctrine et à la jurisprudence. Donc, en raison des nouvelles formes de criminalité, l'extrémisme violent, les personnes qui veulent s'enrichir mais ne le font pas de manière licite, il s'est avéré important pour le législateur de mettre en place la criette qui, de façon spécifique, en fonction du champ d'application matériel, c'est-à-dire, quand je parle du champ d'application matériel, c'est les infractions qui sont connues et qui sont déférées devant la criette. Et du point de vue de la compétence territoriale, la criette a une compétence à vocation nationale. Et donc cette juridiction... Elle exerce d'ailleurs très bien cette compétence-là. Nous sommes pris par le temps. Professeur, on ne saurait vous laisser quand même sans recueillir votre avis sur la prévention donc, de ces crimes. Pensez-vous qu'un jour on puisse en arriver à bout? Écoutez, il y a une maxime dérivée du latin qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Cela ne veut pas dire que nous devons tous être au courant de la foison des normes juridiques qui sont prises par le législateur. Mais dès lors qu'il y a quelqu'un qui enfreint à une norme légale, il sera sanctionné à partir de l'instant où la loi a suivi tous les mécanismes promulgués et publiés au journal officiel. Eh bien, du point de vue de la sensibilisation, il faut que les personnes, les agents qui se retrouvent dans la gestion des deniers publics comprennent qu'ils ont été affectés à une mission républicaine et qu'à ce titre, ils sont rétribués. Et en conséquence, ils doivent assumer la mission qui leur a été confiée avec loyauté, intégrité et ne pas détourner les fonds qui, en réalité, ne leur sont pas destinés. Professeur Zanou, j'ai bien envie de vous poser une question. Depuis 2016, tous les Béninois savent qu'il y a un gendarme qu'on appelle la criette. Et parfois, les autorités, je dirais même les gouvernants au plus haut sommet, brandissent la criette comme vraiment ce gendarme-là qui est prêt à taper du poing sur la table. Pourquoi, malgré la présence de la criette, on constate qu'il y a de plus en plus de détournements, de plus en plus de prévarications, surtout dans les rangs des directeurs généraux de structures d'État et qui sont parfois des jeunes gens. Qu'est-ce qui explique cette situation, professeur Zanou? Alors, comprenez que, en dépit des mécanismes juridiques qui sont mis en place, il y aura toujours des infractions pénales. Il y aura toujours des contrevenants. Je cite par exemple le cas de l'Amérique. Quand vous voyez, lorsque des crimes crapuleux sont commis, les gens sont passés à la chaise électrique. Parfois, on leur injecte un cocktail mortel. Et pourtant, ça n'a pas arrêté l'ardeur des criminels. Donc, ce qui voudrait dire qu'en réalité, en dépit de toutes toutes les sécurités, ou du moins tout le mécanisme juridique qui sera mis en place, il y aura toujours des contrevenants. Ce n'est pas une bonne chose. Et c'est en cela que la criette, en raison de sa pertinence et son efficacité, joue un rôle pédagogique. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceux des agents de l'État ou des personnes qui commettent un certain nombre d'infractions qui entrent dans le champ d'application de la criette savent qu'ils ne passeront pas, elles ne passeront pas du moins devant les juridictions de droit commun. Et quand on va devant la criette, généralement, les peines sont
conséquence est très lourde. Alors, lorsqu'on se réfère quand même aux faits, il y a une situation qui frappe à l'œil et on est amené à se demander si le système à un certain niveau n'est pas fautif. Lorsque, par exemple, une personne qui à peine est payée, est rétribuée à 100 000 francs CFA, se voit confier de fortes sommes d'argent, se voit être là à gérer des millions de francs CFA au quotidien. Est-ce que cela ne pose pas un problème? Je comprends très bien votre question et elle me paraît pertinente. Mais il y a une chose. Lorsque un agent a été recruté en fonction de son profil et de ses compétences et a une contrepartie financière, il doit être guidé par l'éthique et la déontologie. Le fait d'avoir un salaire qui ne corresponde pas peut-être au poste pour lequel et les responsabilités qui lui sont confiées ne l'exonèrent pas de l'intégrité et de la transparence dans la gestion des fonds publics. Mais il est à souhaiter, comme vous l'aviez évoqué, que le système de rémunération par rapport à ces postes, à ces fonctions, soit revu pour mettre en réalité l'agent qui brasse une quantité d'argent soit à l'abri du besoin. De la tentation. De la tentation. Ça me paraît fondamental. Ok, alors voilà, nous sommes suffisamment renseignés sur... Moi, j'ai bien envie de poser une dernière question. Allez-y. Oui, mais puisqu'il est là. À contrario, il y a quand même des cadres qui sont grassement payés, qui sont payés à des millions, et pourtant, on retrouve leur main dans des questions de détournement. Est-ce que finalement, il y a une enquête de moralité qui se mène avant de nommer ces personnes? Bien évidemment, je dirais que oui, surtout au niveau des régies financières. Mais l'enquête de moralité n'enlève pas de manière intrinsèque à l'homme gantache sa capacité en matière d'honnêteté et sa capacité en matière de loyauté. L'homme reste l'homme. Un grand philosophe Diogène prenait la lanterne en plein jour et disait qu'il cherche l'homme parfait. Donc, en réalité, les personnes, même si elles se retrouvent, il y a parfois l'ignorance. Vous avez vu dans certains derniers dossiers, des gens qui se font appâter par des criminels, par des délinquants, par des escrocs, et de manière naïve, remettent les fonds de l'État dont ils ne sont que dépositaires. Mais pour une gestion privée. Bien évidemment, parce qu'il y a un détournement. Et c'est cela, le détournement a des fins personnelles, a des fins privées, comme vous le dites. C'est ça qui est le nœud gordien de l'infraction sur laquelle les gens se méprennent. Donc, la loyauté, l'équité doivent guider les personnes. Et attention, il est important, on peut bien s'enrichir, mais de manière licite. C'est la convoitise qui constitue les valeurs cardinales que nos parents nous ont enseignées, qui en réalité doivent guider ces agents-là dans la gestion des fonds qui en réalité ne leur appartiennent pas. Il est à souhaiter, professeur, que nous cultivions davantage les valeurs morales. Alessandra Adjotan, on aimerait bien continuer cette discussion, mais le temps nous prend de court. C'est ça, la télé. Tout à fait. Tout a été dit, les éclaircissements ont été apportés. Merci, professeur, pour votre passage sur ce plateau et au plaisir de vous revoir une prochaine fois. Merci Madame la journaliste, merci Monsieur le journaliste de m'inviter sur votre chaîne de télévision. C'est un plaisir et un bonheur renouvelé. Merci bien. Merci à vous. On va vous retrouver dans un court instant, professeur. Vous allez rester avec nous pour faire le débat matinal avec nous. Mais avant, mesdames, messieurs, on va marquer une courte pause pour retrouver tout à l'heure le bulletin d'information avec Marcela Rossi.